Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente ForcePoint. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les clés du SD-WAN pour une intégration basée sur la sécurité du réseau. Donc en fait dans les firewalls ForcePoint, vous avez une solution unifiée de façon à pouvoir activer différentes briques au niveau de vos firewalls ForcePoint. Donc par défaut, le SD-WAN est une brique intégrée dans le ForcePoint, mais vous pouvez aussi aller faire du virtual context, par exemple, donc d'avoir la virtualisation d'un Next-Gen Firewall dans un Next-Gen Firewall. Vous avez bien sûr de l'IPS que vous pouvez aussi activer dans votre SD-WAN si vous voulez sécuriser ces accès. Et bien sûr la possibilité d'aller déchiffrer votre trafic, de faire de l'URL filtering. On peut aussi renforcer cela avec de l'ECA, le Endpoint Context Agent, qui va pouvoir faire remonter la posture du poste, l'identifiant de l'utilisateur, de façon à faire donc une authentification transparente pour aussi venir sécuriser votre SD-WAN ou votre sortie Internet. Et bien sûr, tous ces firewalls pouvant être managés par la SMC. Au niveau donc de la connectivité Internet, la solution SD-WAN ForcePoint va vous permettre de créer des clusters. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre un Next-Gen Firewall et vous pouvez en rajouter jusqu'à 16 pour aller créer un seul Next-Gen Firewall virtuel. Et donc du coup, de ces jusqu'à 16 Next-Gen Firewall, vous allez pouvoir ajouter des lignes Internet et donc d'aller créer un domaine unique dans lequel, quand vous allez faire vos échanges de fichiers dans le SD-WAN, on va pouvoir prioriser un lien parce que l'application est critique au niveau du temps, ou un autre lien parce que c'est pour passer un gros fichier de bande passante, ou bien on va pouvoir aussi agréger les liens au niveau de la bande passante. On va aussi pouvoir aller, on va aussi pouvoir faire une inspection assez poussée, de faire une corrélation avec une tentative d'attaque. Alors pareil, ça peut être dans le SD-WAN, mais ça peut être aussi sur l'accès Internet, ou dans lequel, quand vous avez un attaquant qui va faire des petites attaques pour essayer de trouver une faille, eh bien, ça pourrait passer inaperçu dans d'autres solutions, mais nous, on va en fait faire la corrélation avec ces différentes attaques pour pouvoir faire remonter une alerte qui a un exploit qui est en cours. Et bien sûr, le management des plateformes ForcePoint, des Next-Gen Firewall, va pouvoir se faire à travers donc une SMC. La SMC, en fait, c'est tout simplement un point central pour aller manager tous les firewalls, donc jusqu'à plusieurs milliers de sites, et dans lequel ça va être la même plateforme qui va pouvoir gérer le SD-WAN. Excusez-moi, juste une petite question. Au niveau justement de la SMC, tout à l'heure vous disiez que dans les clusters on pouvait avoir jusqu'à 16 appliances. Est-ce que du coup dans ma SMC je gère un nœud par appliance, ou est-ce que c'est un nœud pour le cluster des 16? La SMC va faire remonter en fait toutes les appliances qui font partie dans le cluster pour tout ce qui est monitoring de santé, etc. Mais en fait, au niveau du management, ça sera vu comme un seul Next-Gen Firewall. D'accord, donc en termes de licence aussi. Ça sera une seule licence SMC. Donc d'un côté, vous avez donc les licences perpétuelles sur Next-Gen Firewall, et vous avez une licence SMC. Une licence SMC va manager un seul cluster. Ok, super, merci. Et donc au niveau architecture, on a donc notre SMC qui a possibilité d'être en mode haute disponibilité. On va avoir des serveurs de logs qui vont donc faire remonter les logs des firewalls. Donc sur les Next-Gen Firewall, vous n'avez pas d'interface graphique. Mis à part pour la première installation, vous avez un assistant qui vous permet de charger le fichier pour appeler la SMC et donc récupérer sa configuration. Mais sinon, tout se passe sur la SMC. Les logs ne sont pas stockés sur les Next-Gen Firewall, sont envoyés sur des log serveurs. Vous pouvez mettre autant de log serveurs que vous souhaitez. Et donc, bien sûr, si le Next-Gen Firewall perd sa connexion à Internet, les logs sont stockés dans le Next-Gen Firewall jusqu'à ce qu'un log serveur redevienne disponible pour pouvoir envoyer ces logs. Au niveau du management de la solution, vous allez avoir différentes possibilités en fonction de vos besoins. Donc, on va pouvoir créer des domaines. Donc, par exemple, je vais avoir
le domaine Europe, le domaine États-Unis, et dans lequel chaque administrateur verra uniquement son domaine et ne pourra pas donc voir les logs ou les configurations de l'Europe ou des États-Unis, vice-versa. Et donc, on va pouvoir aussi rajouter du airbag dessus, donc on va pouvoir créer des profils. On va avoir des utilisateurs qui vont être en lecture seule, ils vont sur certains éléments, sur tous les éléments, vous choisissez. Et donc, pareil, on va avoir des personnes qui auront aussi des droits d'écriture. Donc, dans les déploiements, on a du Next-Gen Firewall physique, on a du virtuel avec du SXI, de l'Hyper-V par exemple, on a aussi du bare metal, vous pouvez très bien déployer directement sur votre propre serveur. On va aussi avoir des déploiements qui vont être disponibles chez GCP, AWS, Oracle, IBM, et dans lequel, pour une intégration SD-WAN, on va avoir par exemple au niveau de AWS la possibilité au niveau Python, puisqu'en fait la SMC, on a une API, vous allez pouvoir scripter en Python et donc vous allez pouvoir déployer en masse du firewall sur AWS et donc aussi l'intégrer facilement dans le SD-WAN. On va retrouver le même principe chez Azure. Donc Azure, en fait, vous avez un load balancer qui est en frontal dans lequel on va s'appuyer sur le load balancer, donc à partir de version 7.2 firewall, et dans lequel on va aussi pouvoir facilement l'intégrer dans le SD-WAN. Donc, vous avez une SMC. Dans cette SMC, j'ai des instances virtuelles, AWS, Azure, on-prem, cluster, et dans lequel, à partir de la SMC, je vais pouvoir aller configurer en fait la façon dont je souhaite faire communiquer mes différents firewalls. Donc, c'est extrêmement facile à configurer. Je vais pouvoir aller venir faire une communication en étoile, hub and spoke. Donc en fait, je vais avoir d'un côté gauche, je vais mettre tout ce qui vont être hub. Du côté droit, je vais mettre tout ce qui va être satellite. Donc quand j'ai store 100 qui veut discuter avec store 101, par exemple, eh bien, ça va remonter sur le hub et redescendre sur 101. Mais si vous souhaitez, vous pourrez très bien mettre tous les firewalls de droite qui sont en satellite, en mode hub, et donc du coup on ferait un full mesh. Ou bien on peut être dans ce cas-là où en fait vous avez deux firewalls en mode hub et les autres en satellite, où on a une sorte de mesh hybride, et qui va vous permettre en fait du coup de pouvoir faire un mix entre le type de trafic que vous pouvez faire remonter dans votre hub ou le trafic intersite. Alors pourquoi ne pas mettre tout le monde tout simplement en mode mesh? Cela va dépendre en fait des performances que vous souhaitez, parce que plus vous mettez de firewall dans un domaine gros full mesh, et plus vous allez avoir besoin de performance au niveau de firewall, et donc du coup il va falloir peut-être oversizer, donc de prendre des matériels plus performants. Ce n'est pas, je ne me présente pas ça aujourd'hui, mais sinon pour des sites qui vont être plus conséquents, on a la possibilité de faire du SD-WAN orchestrateur, c'est-à-dire de faire du mesh à la demande, de créer en fait des connexions dynamiquement, mais ce ne sera pas le thème pour aujourd'hui. Donc, avec la solution SD-WAN ForcePoint, on va pouvoir donc augmenter donc, le remplacement du MPLS, mais aussi donc, de ramener plus d'efficacité. Donc, comme j'ai expliqué avant, on va être multi-lien VPN, c'est-à-dire qu'on peut très bien toujours s'appuyer sur la MPLS et partir sur du public. On va pouvoir orienter du trafic d'un côté comme de l'autre. Donc on va être tout à fait agile pour pouvoir aller faire ces communications, mais aussi de pouvoir être transparent au niveau du failover. Donc vous êtes multi-lien, multi-VPN, multi-next-gen firewall. Et donc, même si vous avez un problème de lien, eh bien, de façon transparente, le trafic va passer sur notre lien. Donc, pareil, je n'ai pas voulu mettre des slides trop techniques et trop entrer dans les détails, mais on est tout à fait capable. En fait, par exemple, vous avez un satellite basse orbite, vous avez un satellite haute orbite. On est capable de gérer en fait les latences qu'il vont y avoir dans le SD-WAN et s'assurer que le plus rapidement possible, nos paquets vont arriver à l'autre bout. Et dans lequel, bien sûr, on va pouvoir renforcer la sécurité en faisant de la deep inspection dans le SD-WAN et aussi en pouvant créer de la segmentation, donc du virtual context dans ces next-gen firewalls. Une question. Oui. Comment vous vérifiez
vais en parler juste après. Alors, c'est vrai qu'au niveau des on a la possibilité au niveau des netlinks, en fait, c'est vrai au niveau du lien en lui-même, d'aller faire du probing en fait sur le lien et donc d'estimer. En fait, quand vous allez déclarer, voilà, j'ai un lien fibre optique, et ce lien, il fait 1 gigabit d'upload et 1 gigabit de download. Donc du coup, le système va être capable d'estimer la bande passante consommée. On va être capable, à travers du probing, surtout quand on est dans le côté SD-WAN, du coup, entre la communication qu'il y a entre les nœuds, de pouvoir voir quelle est la latence, mais on va aussi pouvoir donc faire remonter ces données. Là, donc, vous voyez, au niveau du dashboard, on va avoir en fait l'utilisation qui est au niveau download, upload, justement les latences, les paquets qui sont perdus, et dans lequel vous pouvez voir aussi que vous avez des statuts au niveau de la santé des liens. Donc on voit les petits cœurs jaunes et les petits cœurs verts, qui vont être justement sur ce côté de probing, de sonde, qui vont faire la communication. Donc là, on est dans du SD-WAN en policy-based routing, mais par exemple, si vous faites du route-based au niveau de la policy VPN, vous pouvez très bien déclarer, par exemple, en probing, un serveur qui serait derrière les firewalls. Et comme ça, on va pouvoir aussi calculer la latence dessus. Donc voilà, donc une expérience dessus qui va vous permettre de voir ces liens facilement et aussi de voir l'historique de ces liens, s'il y a de la coupure, de la latence, et dans lequel on va donc pouvoir très facilement mettre en page. Je suis désolé, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis comme slide là. Ici, donc pardon. Donc j'ai créé, comme je vous ai montré avant, en fait, donc, les hubs et les satellites. Donc là, j'ai créé mon SD-WAN. Et ensuite, je vais activer ma politique. J'ai 100 clusters, j'ai 100 sites, j'ai un data center. Eh bien, je vais créer une politique pour mon data center et je vais créer une politique unique pour mes 100 sites. Quand je vais pousser une politique, eh bien, j'ai fait une modification. Donc, par exemple, je dis maintenant, tous mes sites distants auront le droit d'accéder à tel serveur. Mais je vais tout simplement dire, par exemple, depuis la zone interne, la zone sous réseau, vous allez pouvoir créer des expressions, etc. Je vais autoriser l'accès à telle adresse IP, mon tel serveur, et dans lequel ça va utiliser le VPN. Donc très facilement, vous allez pouvoir aller faire communiquer ces 100 sites vers votre nouveau serveur que vous avez monté dans votre data center. Et donc, ouais, je suis désolé, je me suis planté sur les slides. Et donc, on va pouvoir aussi rentrer au niveau applicatif et donc de mettre la qualité de service sur les applications. Alors, je suis désolé, c'est automatique, ça va un petit peu vite. Donc, ce qui se passe, attendez, je vais refaire marche arrière. Donc, ici, je vais pouvoir dire au niveau de mon ACL, donc une application qui pourrait être application privée dans votre SD-WAN. Là, on montre Facebook. Mais vous allez choisir quelle est la classe QoS. Et donc, dans cette classe QoS, on va pouvoir dire, ben voilà, ça sera de la priorité haute. Donc, on va dire que le lien fibre ou le lien PLS ou quelconque, on va plutôt prendre pour cette haute priorité ce type de lien parce que cette application a besoin d'avoir une latence très faible. Et donc, même si le PLS devient avec une haute latence, ça basculera automatiquement sur l'Internet public. Et donc, hop, c'est bon, ça va doucement. Je viens donc là, j'ai créé un profil best effort que j'ai mis et dans lequel je vais pouvoir donc choisir mon lien. J'aurais pas dû mettre la vidéo. Et donc, je vais donc pouvoir forcer le lien dessus. Donc, j'ai plus de 7200 applications qui sont préconfigurées. On peut créer vos propres applications. Donc, ce qui va se passer, en fait, ça va dépendre de l'application dans votre data center. Vous avez un serveur, cet serveur a 3 différentes applications. Il y en a une qui est critique, les 2 autres sont moins critiques. Okay. Donc, une QoS classique, travailler sur le DSCP, le diffser, etc., va juste travailler sur l'adresse IP ou alors sur le tag par rapport à cette application. Eh bien, nous, on va pouvoir très facilement dire, voilà, je crée cette application personnalisée ou dans laquelle je vais lire le SNI. Donc, par exemple, c'est une application HTTPS. Quand l'utilisateur va se connecter, je vais lire le SNI parce qu'il est en clair, même si l'application est cryptée, et dans lequel je vais reconnaître qu'il veut accéder à l'application critique. Donc, automatiquement, le flux qui va être créé entre l'utilisateur et l'accès dans le SD-WAN pour cette application critique va être priorisé par rapport à toutes les autres applications.
Je vais lire, en fait, le firewall va lire le SNI, tout simplement. Moi, j'ai créé une application. En fait, par exemple, dans la barre recherchée, vous tapez Facebook, Skype, etc. Vous verrez que vous faites un clic droit propriété. Et là, vous allez voir que ça va attendre le contexte. Ensuite, il y a le contexte. Ok, donc, le contexte, c'est quoi? J'ai une communication HTTPS. Ok. Donc, ça y est, je suis dans le contexte. Et là, j'aurai le contexte. Et là, j'ai plusieurs variables. Ça peut être une adresse IP, ça peut être le certificat, ça peut être le SNI. Donc, par exemple, vous prenez une application Facebook, office.com, et donc, quand vous faites un clic droit propriété, vous verrez, en entrant dans le contexte, ça vous donne un exemple, en fait, de comment on fait pour configurer. Okay, donc, si vous avez votre propre application privée, en fait, vous allez généralement trouver 3 différents types, donc l'adresse IP, le certificat, le SNI, et dans lequel vous pouvez créer votre propre application basée là-dessus. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le support, c'est une application publique. Vous dites tout simplement, là, le dernier en date, c'était, il y a WeChat qui est donc pour l'outil de communication asiatique public, et il y en a un professionnel, avec un tenant professionnel. On n'a pas l'application. Tout simplement, ouvrez un ticket, faites une feature request disant, ben voilà, j'aimerais bien que cette application-là apparaisse, donc une application publique. Et après, application privée, vous pouvez nous contacter à un service avant-vente. On pourra vous indiquer aussi comment faire pour créer votre propre application personnalisée. Et la COS, j'ai une autre question. La COS, parce qu'il y a une COS classe, c'est une COS qui va être utilisée pour les élèves, parce que nous, d'habitude, on l'utilise pour marquer, justement, pour le transport MPLS. Et là, c'est la même. On va. Alors, je ne connais pas exactement les détails, mais on ne va pas du tout travailler sur le COS. C'est juste qu'on ne va pas travailler sur le COS. D'accord, pas sur la COS IP, quoi. Non. On va vraiment détecter par rapport à cette... Il y a la négociation qui se fait pour accéder à l'application HTTPS. On reconnaît cette négociation puisqu'on arrive à lire le SNI. Du coup, on sait que maintenant, cette transaction, la communication TCP qui est en train de se faire, ce flux continu, en fait, ce qui a été mis dans la CL. Et dans les COS, il y a quoi exactement? Il y a des contraintes techniques? C'est là où c'est que je ne vais pas pouvoir répondre dans ce détail technique. Okay. Désolé. Mais je peux prendre note et je peux revenir vers vous là-dessus. Mais je n'ai pas exactement les détails. C'est vraiment une négociation. Si, par exemple, vous activez cette fonctionnalité alors que la connexion TCP est déjà faite, mais rien ne va se passer. Ce sera vraiment au moment de la négociation que la priorisation du trafic va se faire. Et le reroutage du trafic, par exemple, si on obtient une meilleure vendue, enfin, imaginons, comme tout le monde des télécoms, on a une dégradation du lien, et donc, par exemple, mon lien internet est mauvais, et ça rebascule, par exemple, sur... Ça va aller, par exemple, si l'application est atteignable par le MPLS, et que vous avez dit, par exemple, je veux utiliser le lien qui a le moins de latence. Actuellement, c'est l'Internet public qui a moins de latence que le MPLS. Donc, on va prendre l'Internet public. Et puis là, ça y est, une dégradation sur l'Internet public. Donc, automatiquement, ça va basculer sur le lien MPLS parce que le MPLS aura moins de latence que le lien public. De l'autre côté, à l'autre bout, alors après, c'est vrai qu'après, avec le MPLS, en fonction des routeurs, bon, c'est plus ou moins compliqué, mais à l'autre bout, derrière, NextGen Firewall, lui, il a gardé, il sait qu'il va recevoir, en fait, le contenu de l'autre côté, et donc, du coup, il y aura pas de... Alors, il y aura, bien sûr, avant qu'il y ait la bascule, il y aura peut-être des pertes de paquets un petit peu, mais il n'y aura pas de perte de connexion. Et donc, on va aussi pouvoir faire sur des applications UDP. En fait, on va donc pouvoir aller faire du probing, donc d'envoyer des sondes sur une application UDP. Donc, on retrouve le même principe de fonctionnement. Donc là, vous avez une règle qui va vous dire, ben voilà, c'est telle application, telle application. Donc, c'est une règle continue. Ça veut dire simplement que je veux appliquer des paramètres sur ces applications. Et après, il y aura un permis de deny. On va pouvoir créer nos règles comme d'habitude. Donc, vous l'avez aussi en hello. Okay, que vous fassiez continue ou hello, quand vous faites édition de ces paramètres, vous verrez un menu déroulant où vous allez pouvoir choisir, je veux faire juste monitoring, donc application TCP. Si vous faites aussi de l'UDP, vous pouvez donc faire de la sonde pour justement pouvoir calculer en fait la latence pour l'UDP. Hein, comme l'UDP, on n'attend pas un retour, pour avoir cette latence, je suis obligé de faire une sonde.
Et donc, on va donc pouvoir récupérer donc, ces valeurs, comme un petit peu ce qu'on a vu avant sur les liens Internet, sauf que là, c'est basé sur les applications, et dans lequel on va donc pouvoir monitorer les applications. Donc, par exemple, vous avez Data Center 1 qui a certaines applications, et toutes ces applications sont en jaune, donc ça veut donc dire qu'il y a un problème sur le data center en lui-même. Si par contre c'est une seule application qui est jaune, donc ça veut dire qu'il y a peut-être juste un problème au niveau du serveur de cette application. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez pouvoir être proactif sur ce qui va se passer. Vous allez avoir une augmentation de tickets disant le data center n'est pas accessible. Non, en fait, il y a tout le monde actuellement qui utilise cette application-là, et c'est uniquement cette application-là qui a un problème. Ce n'est pas le data center en lui-même. Et donc, ça va vous aider à avoir cette proactivité et aussi à venir chercher l'historique de ce qui s'est passé. J'ai eu plein d'ouvertures de paquets, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je vais pouvoir aller voir qu'en effet, j'ai une dégradation, en effet, j'ai une coupure. Je vais pouvoir accéder à tout cet historique au niveau applicatif. Et donc voilà, de faire apparaître tous les derniers logs qui sont apparus dessus. Et du coup, dans ce cas-là, la remédiation est proposée, enfin, il y a un accompagnement ou Alors, je peux faire des alertes, hein, je peux avoir mon dashboard, etc. Par contre, si c'est l'application du data center qui est HS, je ne vais pas faire de remédiation. Mais après, la remédiation automatique qui sera faite, c'est en effet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de latence pour arriver à telle application sur tel lien. Si c'est plus rapide de l'autre côté, eh bien, il va passer de l'autre côté. Voilà. Et ça sera transparent. Voilà, donc pour résumer, en fait, le ForcePoint SD-WAN va être simple à mettre en place, dans lequel on va vraiment pouvoir agréger les bandes passantes et on va surtout travailler en actif-actif. Okay, ce qui est important à retenir avec ForcePoint, c'est qu'on est 100% software. On n'est pas contraint par les ASIC de certains firewalls. Hein. Vous avez les ASIC ou les FPGA. Nous, on a fait le choix d'être 100% software. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir le même code, que ce soit de l'instance dans le cloud ou de l'AVM ou Next-Gen Firewall. Et ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir créer ces fameux clusters et d'être vraiment performant en actif-actif. On pourrait très bien avoir 3 firewalls. On n'est pas bloqué par des chiffres pairs. Et donc, on va pouvoir réduire les risques en fait, de problèmes de failover, puisqu'on sera toujours en actif-actif, donc d'avoir notre plan de continuité d'activité. Et donc, bien sûr, de pouvoir réduire les coûts de problématiques et de proactivité, justement, sur les problèmes que pourraient rencontrer certaines applications, notamment. Oui, une petite question, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le modèle de licensing? Oui, justement tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, on va avoir le modèle de base qui va être, j'achète un Next-Gen Firewall qui va avoir une licence embarquée perpétuelle, qui va intégrer de l'IPS, donc de l'inspection de notre trafic qui sera inclus, plus la possibilité de joindre le SD-WAN. Et ensuite, on va avoir la SMC qui aura besoin de licences, et les licences SMC vont être liées au nombre de clusters que je vais devoir manager. Voilà, c'est un système simple. Après, on peut rajouter des add-ons, l'URL filtering, le sandboxing, ce genre de choses, ou du virtual context en plus. Mais voilà, de base, en fait, tout est inclus pour pouvoir faire l'IPS, le SD-WAN, et plus la SMC pour le management. Il y avait une question. En fait, vous parliez des virtual clusters, c'est ça? Contexte. Virtual context. C'est la possibilité de virtualiser un Next-Gen Firewall dans un Next-Gen Firewall physique. Et donc, je peux faire de la micro-segmentation. Je vais pouvoir, par exemple, faire la communication inter-Next-Gen ou carrément pouvoir mutualiser mon Next-Gen Firewall pour différentes business units. Donc, le Virtual Context est maintenant inclus de base sur tous nos produits, sauf les tout petits entrées de gamme qui ne vont pas l'avoir. Il y a juste pour les gros, du style le plus gros, c'est 25 Virtual Context par défaut. Comme ça vous permet déjà de faire beaucoup de choses et on peut monter jusqu'à 100 ou 200 en fonction des modèles et avoir un petit peu de licence supplémentaire du coup pour ça. Et je voulais savoir si, avec l'évolution, comme c'était déjà un point qui existait chez vous, enfin une force, mais est-ce que c'est toujours conservé le fait que, par exemple, dans un seul et même cluster, on peut avoir différents modèles de firewall
et différentes versions, alors j'imagine avec un maximum quand même de delta entre la version, etc., qui permet entre autres, par exemple, on avait eu le cas où on devait faire un tech refresh en fait, où du coup le tech refresh quand même la problématique c'est que j'ai X sites à déployer et que je vais les faire au fur et à mesure, mais que je puisse faire tourner pour avoir une continuité de service, faire tourner mon ancien modèle, mettre le nouveau, il récupère ses règles et Alors, je vais pouvoir créer un cluster avec des modèles identiques. Je vais pouvoir faire mes mises à jour en plein jour, en pleine production. Hein. Je vais donc, bien sûr, je vais avoir un petit reboot. Alors, pour les grosses mises à jour, ça va nécessiter un reboot. Donc, comme on est un actif-actif ou actif-passif, hein, tout sera transparent. Et donc, on va même pouvoir donc, continuer à être un actif-actif avec des versions différentes. Donc, de 7.1.2 à 7.1.5, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai, comme vous dites, si c'est 6.8 avec 7.1, on pourrait avoir une dégradation parce qu'on a quand même des nouvelles fonctionnalités qui sont menées à 7.1. Et ensuite, surtout, en effet, c'est si par exemple vous souhaitez augmenter la puissance de votre cluster parce que vous êtes parti dans un data center où vous avez estimé que besoin c'était ça, mais en fait ça a fait une grosse croissance, ben, on ne sera pas obligé de remplacer tous les firewalls, on va juste rajouter un troisième firewall et du coup on va augmenter la puissance de calcul générale. Et ensuite, bien sûr, si on veut faire une migration silencieuse, on va pouvoir faire un tech refresh, on va ajouter notre troisième firewall, on va décommissionner le premier, et ensuite on va... alors, juste petite limitation, il faut au moins qu'il y ait le minimum le même nombre de ports, ça sera juste la seule limitation. Et ensuite, je rajoute mon quatrième firewall et je décommissionne le numéro 2 et c'est bon, j'ai fait ma migration silencieuse. Et je peux me permettre de faire ça en heure creuse entre midi et 2. Voilà. Ok, c'est intéressant, cette fonctionnalité, elle est pertinente en tout cas dans le monde du retail entre autres. Okay. Très bien. D'autres questions? À partir de quand on a ce monitoring applicatif? Alors, avec l'UDP, c'est 7.2. 7.2 aussi amène Azure AD, donc la gestion de load balancer correcte. Le 7.1 amène l'application monitoring TCP, sans l'UDP. Et ça nécessite de faire ces règles qu'on a vues? Oui, il faut quand même activer les règles. Alors, activer le probing, c'est ça? Le probing, c'est pour l'UDP. Oui. Sinon, il n'y a pas besoin d'activer en 7.1. Ah oui. C'est juste, on va dans les options de Hello ou Continue. Hein. Et par exemple, vous avez des règles actuellement où vous avez mis des applications. Vous avez, donc elles sont permises, elles sont autorisées. Vous cliquez sur Edit et là, vous dites que vous souhaitez faire le monitoring de cette application et ça apparaît Default Monitoring, ça s'appelle, un truc comme ça. Et c'est par rapport à la règle, c'est pas par rapport à l'application? C'est par rapport à la règle que vous créez. D'accord. Tout à fait. La seule chose qu'il va y avoir, je ne peux plus... mon expert, j'ai un expert Europe, donc de mémoire, il m'avait dit les 120, donc l'entrée de gamme, c'est de ne pas dépasser 2 applications à monitorer. Le milieu de gamme, c'était 5-10 applications. Et après, quand on monte sur les 3400, les 3500, donc on est plutôt dans l'autre gamme, on peut aller à 50 voire 100 applications, ça va dépendre en fait de l'utilisation. Ça prend quand même une ressource derrière pour pouvoir avoir des résultats cohérents. Oui. Vous pourriez en mettre en effet 50 sur l'entrée de gamme, mais donc du coup, on pourrait avoir des résultats qui ne seraient pas cohérents Ok. à cause du traitement. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce problème-là, mais des fois on a des netlinks qui sont gris. Je ne sais pas pourquoi ils sont gris. Vous avez des quoi, gris? Des netlinks qui sont gris. À la création d'un nouveau netlink, il passe par un vert. Il reste grisé. Soit gris, soit en erreur. Mais pourtant, J'ai eu c'est ça il y a longtemps. utilisé. Pourtant, Quand c'est j'ai commencé avec ForcePoint, j'ai eu ça, ouais. Mais c'était il y a longtemps. Ouais. Là, ça fait longtemps. En multi-augment, ou Non, c'est un netlink. juste basique. Basique. Et après, ça remonte tout seul ou quelle action vous faites? Non, absolument rien, c'est utilisable, mais c'est juste que c'est vu comme... Il n'y a pas de statut en fait. Ok. Bon, après, c'est pas tout le temps, mais c'est vrai que sur certains, et on ne sait pas pourquoi. Ouais, il faut un ticket, quoi. Voilà. Ouais, préparez donc avec le support, donc vous ouvrez votre ticket. Vous savez quel niveau de support vous avez? Vous avez Enhance ou Essential ou vous savez pas C'est une bonne question, je ne sais pas.
Bon, si vous êtes un Ants et que vous cumulez un petit peu des petits problèmes comme ça qui sont ennuyants, on peut appuyer sur un bouton, nous, où on va mettre un Escalation Manager et il va revoir tous vos petits problèmes qui sont dérangeants. Ok, et dans lequel on va avoir un vrai suivi dessus. C'est vrai qu'en essentiel, j'ai pas le petit bouton, tout simplement. Et donc, en fait, si vous voulez, essentiel, c'est vous avez sévérité 1 au niveau d'un ticket, vous avez une perte de production totale. Vous pouvez appeler le support, mais vous pouvez pas, en fait, vous pouvez pas créer un ticket de niveau 1 directement, ça sera de niveau 2. Et donc, il faut appeler le support pour dire, voilà, j'ai un arrêt de production, etc. Quand vous êtes en NNS, vous pouvez appeler le support à partir d'un niveau 2, donc impact sur la production, mais pas spécialement un arrêt de production. Et dans lequel, après, j'ai un CSAM, un Customer Success Account Manager, qui va vous accompagner, qui fera des points périodiques avec vous, pour vous assurer que vous êtes content du produit, que vous êtes au courant, quelle est la nouveauté, le nouveau firmware, de voir avec le support technique aussi s'il n'y a pas des tickets qui sont à la traîne, s'il ne faudrait pas faire une action, contacter les avant-ventes pour faire une démo, par exemple, pour quelque chose. Et donc, pareil, ce petit bouton de escalate le ticket que vous pourrez faire aussi, ou bien voilà, d'avoir un escalation manager pour vous aider là-dessus. Et pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que justement, tous ces petits désagréments, on peut compiler ça, et pareil, donc compiler le numéro de ticket, et dire voilà, moi j'ai ça, ça avance pas, et il faut que ça bouge, et on fera en sorte que ça bouge. Alors bien sûr, vous pouvez copier votre commercial aussi dans ces requêtes. D'accord. De même pour la partie statistique qui est affichée devant les tunnels, parfois on ne fait pas confiance aux résultats qu'on a. Ça va trop d'une seconde à une autre, donc c'est pas... Vous avez quelle version? 7.8. Ouais, ticket. Non, ouais, ticket. Non, je repensais au SD-WAN orchestrateur, du coup, est-ce que ça serait lié avec le SD-WAN orchestrateur, que vous avez du coup du trafic qui passe pas et que ça bagote un petit peu ou, Je sais pas trop. Non. Ah non, parce qu'en fait, on a le SD-WAN orchestrateur, on l'a mis que sur dans une maquette pour l'instant. D'accord. Donc on n'a pas la conf cible, on ne va pas le passer. Et qui c'est qui a configuré du coup l'orchestrateur? On s'est fait accompagner de Newload. D'accord. Ouais. Donc Je vais reboucler. Voilà. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. En fait, j'ai une personne chez moi qui s'appelle Nicolas Fouillet, oui. qui est le spécialiste Next Gen Firewall. Okay. Donc je pense que je vais rebondir sur lui par rapport à votre feedback, de façon à ce qu'il puisse se coordonner avec Newload pour essayer de voir où est-ce qu'il bloque au niveau de la maquette. Tout simplement. J'en parlais tout à l'heure à Jean-Philippe. Jean-Philippe. Et on va refaire le point, je pense, avec Alfonso pour aussi voir, avec Nicolas Fouillet aussi, mais pour aussi Donc voir. vous êtes suivi par Alfonso aussi, du coup? Non, pas vraiment, parce que Alfonso nous a fait une présentation une fois. D'accord. Okay. Mais je sais que Newload a fait appel à lui pour des incompréhensions sur l'implémentation. Voilà, je vais me synchroniser avec Nicolas Fouillet et on va faire avancer les choses. Ok, très bien. Okay. C'est tout bon? Tout bon. Ok. Merci.